dans ce nouveau numéro de Bel et Bien. Alors Bel et Bien, vous le savez maintenant, c'est votre guide bien-être. Et quand on parle bien-être, forcément, juste à côté, il y a Ali Rébi. Bonjour Ali. Bonjour Agathe, bonjour à tous. Ce matin, on explore les bienfaits et les plaisirs du vélo. De plus en plus de Français l'ont adopté pour des raisons sportives, économiques, écologiques et même politiques. Vous allez le constater tout au long de cette émission, le vélo est une formidable source de bien-être. Pourquoi la pratique du vélo exalte le corps et l'esprit? Pourquoi la bicyclette enchante notre rapport au temps et à l'espace? On va vous donner envie d'enfourcher la petite reine pour découvrir les paysages urbains et naturels d'une autre manière, avec l'impression de parcourir les rues, les chemins et les routes comme dans un travelling avant, la vraie vie comme au cinéma. Vous me faites rêver Ali, et pourtant il en faut beaucoup. On parle de vélo. Aujourd'hui, nous allons vous démontrer que le vélo est une formidable arme anti-stress avec Christophe André, bien sûr, et le sociologue David Le Breton. Puis on verra aussi en quoi pédaler peut être une source de bien-être pour le corps à l'heure où les beaux jours reviennent. Ce sera avec Elsa Wolinski et sa coach Cynthia Brown. Avec elle, vous allez voir que suer en pédalant, ça peut devenir un moment de bonheur. Je sais, c'est pas évident comme ça. On verra aussi pourquoi le vélo est une alternative crédible et durable à la voiture et au métro pour se déplacer en ville. Beaucoup d'entre vous l'ont compris en 2020. Et ben Stan a fait le test pour nous. Et puis enfin, nous recevrons un homme qui transforme le vélo en performance artistique et sexy. Il est 8 fois champion du monde de BMX. Il va nous faire une démonstration en plateau. C'est Mathias Dandois. C'est parti. Allez, on y va. Bonjour les amis, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui Isabelle Morizet, Frédéric Srour, Elsa Wolinski, André Manoukian, Stan Gusman. Qui est venu en vélo ce matin? À vélo, pardon. J'ai tenté l'expérience pour la première fois. Lui, c'est pour l'émission, moi, c'est tout le temps. Hein. C'est vrai. C'est vrai? Oui. De Chamonix? Non. Oui. Comment ça, oui? Je le mets dans le train. Ah oui, d'accord. J'ai un Brampton. Ah, vous êtes le relou qui c'est arrive... le relou, on le connaît. C'est le relou qui arrive dans le TGV avec son vélo et qui a tout le monde, là. Oui, je vois très bien. Elsa, vous n'êtes pas adepte du vélo pour venir à un tournage? Non. Non, moi, j'aime pas ça. Mais j'adore regarder les gens en faire. Mais vous savez, on a un défi aujourd'hui, c'est que moi non plus, hein, a priori, parce que j'ai des vieux souvenirs de Tour de France qui me collaient des cafards monstrueux, quand mon père regardait ça et mon mari encore en son... mais donc, on a le défi, c'est d'aimer le vélo à la fin de cette émission. Isabelle Morizet. J'habite à 45 km de Paris, alors franchement, je veux bien avoir les mollets musclés, mais quand même. Hein. Vous n'en avez pas besoin de toute façon, Isabelle, si je peux me permettre. Christophe André, ancien adepte du vélo. Oui, moi je fais du vélo régulièrement. Pas aujourd'hui, malheureusement, mais j'aime beaucoup le vélo. Il y a une époque, vous en faisiez beaucoup? Oui, il y a une époque, je faisais tous mes déplacements en vélo, casqué, harnaché, équipé, très vigilant aussi, parce qu'évidemment, dans Paris, il faut faire attention. Mais oui. Alors, on dit que le vélo est une arme anti-stress. Pour quelle raison? On a raison de dire ça, oui, c'est une arme anti-stress, globalement comme toutes les activités physiques, mais le vélo a des spécificités, par exemple par rapport à la marche. Le vélo mobilise beaucoup. Non mais... L'ambassadeur. C'est magnifique. C'est pas Tellement, Il ne ressemble pas vraiment à ça. Oui, le vélo par rapport à la marche nous oblige à... C'est une activité plus complexe que la marche en réalité, parce que nous devons surveiller notre équilibre, nous devons surveiller l'environnement, nous avons à automatiser un certain nombre de gestes inhabituels, et ça explique qu'on puisse associer le vélo à ce qu'on appelle l'état de flow. Vous savez, le flow, le flux attentionnel, c'est tous les moments où une activité est suffisamment exigeante, suffisamment intéressante pour capter notre attention et nous faire du bien. Parce que dès que notre attention est fixée sur quelque chose de régulier, eh bien, ça apaise nos émotions. Donc ça, c'est le côté exigeant du vélo par rapport à la marche. C'est vrai que cette sensation d'être comme dans un travelling avant au cinéma, c'est une sensation absolument extraordinaire. Moi qui suis un grand marcheur devant l'éternel, eh bien, j'éprouve ces sensations-là incroyables et sensation de liberté. Je ne sais pas autour de la table si vous avez cette sensation d'être libre. Mais oui, moi, je me souviens de mes premiers souvenirs de vélo. Enfant, quand j'ai eu mon premier vélo, d'abord, je l'ai appelé Tornado, comme le cheval de Zorro. Donc, on avait des rapports passionnels, lui et moi. Quand vous êtes un gosse et que vous êtes à la campagne et qu'on vous offre un vélo, tout d'un coup, c'est la liberté de foutre le camp. C'est génial. Donc, tout d'un coup, le monde vous appartient. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle d'échapper, n'est-ce pas? C'est signifiant, d'échapper à vélo. Moi, j'ai eu ça avec ma voiture, hein, pardon. C'est vrai, cette sensation de liberté, d'être enfin une femme. Alors, il est anthropologue et sociologue. Il a écrit En roue libre, une anthropologie sentimentale du vélo. David Le Breton nous donne les 5 bonnes raisons de se mettre au vélo.
premier bienfait, je pense, du vélo, il est psychologique, quoi. Il est d'induire une détente, un bien-être, une sensation du monde également. C'est-à-dire que sur votre vélo, vous vous sentez vivre, vous vous sentez exister, vous êtes immergé dans la sensorialité du monde. Nous sommes le plus souvent assis derrière nos écrans, assis derrière les volants, assis derrière nos bureaux, et donc notre corps est en manque d'exercice. Donc le fait de prendre son vélo, c'est une manière de remettre le corps en mouvement, de remettre le corps en marche. Les gens qui utilisent régulièrement un vélo sont des gens qui sont beaucoup plus en forme physiquement, qui sont beaucoup moins malades, qui ont beaucoup moins de problèmes cardiaques, de problèmes vasculaires, que les personnes qui font régulièrement du vélo vivent plus longtemps. Le vélo est une école de la civilité. On est ensemble, si vous voulez. Quand on est sur les pistes cyclables ou sur les routes de la ville, on est ensemble et donc on est attentif aux uns et aux autres. Le vélo diminue le stress parce que finalement, vous n'êtes jamais stressé quand vous faites du vélo. Vous roulez à votre rythme, vous faites un effort régulier, un effort paisible. Vous êtes presque dans un état méditatif, un peu comme quand on marche d'ailleurs. Christophe, mon plaisir de pédaler est très lié au plaisir de l'équilibre, à la sensation de l'équilibre. Comment ça s'explique ? Ça s'explique parce que ce n'est pas juste une sensation, c'est-à-dire que cet équilibre et le pédalage sont étroitement liés. Et si on s'arrête de pédaler, on tombe. Et ce que je veux dire, c'est que le vélo, il est un peu à l'image de nos vies, d'un certain point de vue. C'est-à-dire, dans nos vies, si on arrête de faire des efforts, d'avancer, les choses se passent moins bien. Chez les déprimés, par exemple, qui ne peuvent plus pédaler pour traverser leur journée, métaphoriquement, il y a une grande souffrance. Et alors, ça pourrait être une sorte d'image désolante, de se dire, au fond, on est tous condamnés toute notre vie, tous les jours, à pédaler pour avancer, sauf que les choses sont bien faites, ces efforts nous procurent du plaisir. Et là encore, c'est dans notre bon vieux cerveau, il y a un couplage très étroit entre effort physique et récompense sous forme de satisfaction, d'estime de soi et de sentiment de bien-être. Mais à partir de quel... Il n'y a aucune sensorialité, par exemple, avec le vélo d'appartement. Alors, est-ce que le vélo d'appartement produit des endorphines ? Oui, mais la quantité d'endorphines est encore plus grande lorsqu'on pédale dans la nature ou dans des environnements réels, effectivement. Mais c'est déjà bien de faire du vélo d'appartement, c'est mieux de faire du vélo d'appartement que pas de vélo du tout, mais c'est moins fort, moins puissant, moins réjouissant que sur des sentiers forestiers. Frédéric ? Oui, tout à fait. Le vélo d'appartement apporte au moins l'activité physique, c'est-à-dire au moins la contraction musculaire, l'amélioration de l'endurance, le travail en aérobie, c'est-à-dire c'est une activité qui peut être prolongée. Et tout ça, on sait que c'est très très bien pour, c'est un anti-stress, mais c'est aussi très bon pour les gens qui ont des douleurs chroniques. Ça diminue leurs douleurs chroniques, quelles que soient les douleurs, même s'ils ont mal au dos par exemple, ou s'ils ont des migraines. Faire du vélo d'appartement pendant longtemps, pendant 45 minutes, 1 heure, ça peut apporter un mieux-être. Mais effectivement, par rapport à l'extérieur, on a des choses en moins. Christophe, il y a un plaisir inouï de la vitesse, qui s'explique comment d'un point de vue neurologique ? C'est drôle parce que dans notre cerveau, toujours lui, la vitesse est très étroitement associée au plaisir. Et alors on peut reprendre, il y a des études, des chercheurs qui ont fait des études vraiment très drôles où ils demandent par exemple à des volontaires de lire des mots à toute allure. Et il suffit de demander aux gens de parler à toute vitesse pour élever leur humeur, élever leur confiance en eux, etc. Même si ce qu'on leur demande de lire, ce sont des mots négatifs. Et donc, dans notre cerveau, effectivement, tout ce qui est associé à la vitesse est également associé au plaisir. Bon, en tout cas, ça ne vous aura pas échappé, de nombreux Français ont adopté le vélo comme moyen de transport quotidien. C'est une pratique qui a explosé en 2020 avec la crise sanitaire et la peur de prendre le métro, le bus, le tramway, etc. Depuis 1 an, des études constatent une hausse de 36% du trafic sur les pistes cyclables urbaines. Pour autant, le vélo est-il dans les villes une alternative vraiment efficace à la voiture ou au métro ? Stan, oui. Vous avez fait le test, évidemment. Et encore une fois, j'aimerais commencer ma chronique en citant un grand philosophe. Aujourd'hui, ce sera Jodassin, qui disait déjà en 1972 « Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo dans Paris, on dépasse
les taxis. Rendez-vous compte, 40 ans avant l'élection d'Anne Hidalgo, ce bon vieux Joe avait déjà anticipé la rue de Rivoli à sens unique, hein, on le sait, et la fermeture des voies sur berge, ordonnée par Sainte-Anne, la reine du vélo. Quel visionnaire ce Joe Dassin! Et c'est un vrai auteur, Ali, je sais que vous l'aimez bien, donc voilà, c'est précisé. Bref, avec toutes les fouilles archéologiques entamées par la maire de Paris ces dernières années, la question se pose réellement de savoir si le vélo est devenu le moyen de locomotion le plus rapide pour circuler dans la capitale. Une chose est certaine, ce n'est pas le plus sûr. Regardez, la preuve en est avec cet accident de la route d'André Manoukian. André, racontez-nous cet accident terrible qui vous est arrivé. Eh ben, je roulais tranquillement en sens interdit et quand un mec a déboulé d'un trottoir, et donc lui il roulait sur un trottoir, moi j'étais en sens interdit, on s'est fait bim comme ça, on n'avait pas de casque tous les deux, une grosse bêtise, et tout ça pour aller à une fête organisée par Monsieur Stan. C'est le meilleur. Bref, Vous n'étiez n'écoutant... pas invité, Ali, vous avez remarqué. Bah oui, Non. vous ne connaissez pas On les se connaissait pas, c'est pas bien dit. sûr. La prochaine, vous serez invité, vous assisterez à ça, du coup. Bref, qu'importe ce drame, et n'écoutant que mon courage, j'ai décidé ce matin de venir sur ce plateau à vélo, cependant que mes collègues empruntaient d'autres moyens de transport. Alors, métro, vélo ou passe Navigo, qui est le plus rapide? Regardez. Bienvenue à la rédaction de Bel et Bien à Boulogne-Billancourt. Objectif pour les équipes à 2 heures de l'enregistrement de l'émission, rejoindre notre plateau télé, le studio Gabriel, véritable mausolée à la gloire de Michel Drucker qui se trouve en bas des Champs-Élysées. Et pour ce tiercé d'un nouveau genre, 3 redoutables compétiteurs vont s'affronter. Notre chroniqueuse Marie-Trey Stéphanie qui essaiera de rejoindre le studio Gabriel à bord de sa petite citadine de Parisienne. Notre journaliste Kim Rodriguez et son passe Navigo qui utilisera, elle, les transports en commun. Sympa la photo. Quant à moi, j'enfourcherai mon fidèle destrier, ce vélo de ville. Le tonnerre mécanique, engin d'une conception révolutionnaire capable de dépasser les 500 km/h. Alors, qui a le meilleur moyen de transport et sera le premier à franchir la ligne d'arrivée? C'est ce que nous allons découvrir. Et pour éviter toute triche, Marie n'aura pas le droit d'utiliser son GPS pour contourner les bouchons parisiens. Quant à moi, je me soumets à un contrôle antidopage de circonstance. Allez, vu que tout le monde est prêt, place au départ. La pauvre Kim, je suis pas sûre que... Peut-être c'est elle qui va gagner au final. Franchement. Je vais dire bonjour, on est collègues de vélo. Bonjour monsieur. Ah, le cycliste parisien est aussi insupportable que l'automobiliste parisien. À mi-course, alors que je suis en tête, Marie me dépasse, j'active alors le mode turbo. Ah la vilaine, laisse-moi te passer. Laisse-moi te passer. Un affrontement entre l'homme et la machine. Tu vas dérailler, calme-toi. Calme-toi, tu vas dérailler. Allez-y sans moi. Et pendant ce temps-là, Kim poursuit son chemin. Tout l'inverse de Marie. Ah là, ça y est, les embouteillages. Eh oui, scoop Marie, à Paris, il y a des bouchons et même des feux rouges. J'en profite donc pour faire une remontada. Ma Marie. Qu'est-ce que tu fais là? Bah alors, on se traîne un peu. C'est de la triche et les embouteillages. Bah oui, les embouteillages. Allez, salut. Renverse personne. Et l'avantage à vélo, c'est qu'on est tellement cool qu'on peut s'arrêter pour faire un selfie Tour Eiffel à tout moment. Pas mal la photo. Et en plus, je souris, tout l'inverse de Marie. Les feux rouges, les piétons, on prend du retard là. Et voilà, qui va le plus vite? C'est un peu l'image du lièvre et de la tortue. Et pendant ce temps-là, sous terre, Kim cavale dans les couloirs du métro. Tandis que moi, je coupe à travers Champs-Élysées. Ah, méchant. Bah oui, dans cette jungle parisienne, l'autre avantage du vélo, c'est de pouvoir traverser les parcs avant d'arriver à bon port. J'aurais donc mis 19 minutes et 37 secondes pour parcourir les 9 km qui me séparaient du studio. Je suis le premier? Ouais. Je suis le premier, il n'y a personne. Ah bon, il n'y a plus qu'à les attendre. En deuxième position, c'est Kimi. Kim qui aura mis 2 minutes de plus. Alors comment ça va? Loser. J'aime pas perdre. T'arrives en deuxième position et regarde qui arrive juste à ce moment-là. Ouais, regarde. Bah alors, on a pollué et en plus on est dernière. Je suis électrique. Je suis électrique, c'est vrai. Je vous préviens en plateau, je vais pas sentir la rose. Ça risque de coller un peu. Et donc je l'ai emporté. Je l'ai emporté premier, loin devant les autres. Bon, j'avoue, j'ai mis le turbo. J'ai vraiment pédalé comme un fou, j'ai eu la pédale dure. Mais ce qui est cool, c'est J'ai eu la pédale. Voilà. Mais ce qui est cool, c'est qu'on arrive vraiment apaisé, on est bien, on peut commencer sa journée comme si on avait une juste avant. En revanche,
le bien-être pour moi c'est cool, mais pour les autres c'est terrible. On sent mauvais après, on colle. Comment on fait pour être bien dans son corps après avoir fait Mais non, des scies? t'as du déo dans ton sac. Non, bah, il faut se laver quand on est dans l'état de Stan, là, quand même, rassurez-moi. Mon expérience personnelle, c'est que les patients qui viennent se faire soigner Oh, mon d'un pauvre. kinésithérapeute, un ostéopathe qui se déshabille en étant venu au mois de juillet, 35 degrés extérieur, qui se déshabille après être venu à vélo, c'est désagréable pour le patient et pour le thérapeute. Hein. Et la solution, c'est le vélo électrique. Moi, j'ai essayé les deux et en été, le vélo électrique protège parfaitement de ces inconvénients. Ou alors de prévoir une petite plage de 20 minutes, une demi-heure, histoire de sécher un peu avant de se déshabiller. Mais moi j'avais quand même une question. Il paraît, d'après une étude canadienne, qu'on est plus performant quand on arrive au travail après avoir fait du vélo que quand on arrive avec la voiture ou les transports en commun. C'est vrai ça, selon vous? C'est vrai. On a des tas de travaux qui montrent que l'activité physique, vélo, marche, course, accélère ce qu'on appelle le fonctionnement cognitif, améliore l'attention, la mémorisation, la résolution de problèmes. Donc c'est vrai. Bon, vous n'avez jamais demandé, Stan, pourquoi j'étais si vif d'esprit? Ben non, il s'est jamais demandé. Mais là, il y a une étude très sérieuse qui dit que plus le cursus universitaire est élevé, plus on roule à vélo. Ah bon? Oui, j'ai vu ça en faisant ma petite enquête hier Vous qui êtes soir bac sur plus Google. 11, évidemment, Oui, allez, c'est ça, tu t'expliques. Alors cette démonstration est très intéressante. Paris n'est pas la ville qui compte le plus de pistes cyclables par habitant. Et pourtant, Stan circule mieux et plus vite à vélo qu'en voiture, qu'en métro. Sommes-nous prêts à vivre dans des villes où la voiture est minoritaire, comme dans certaines villes d'Europe du Nord? Tiens, je me tourne vers vous. Mais ouais, alors non, c'est pas à moi qu'il faut demander. Moi, je vais dire oui tous les jours. Non seulement on est prêt, mais il faut qu'on soit de plus en plus. Par contre, il y a un truc, c'est que du coup, les pistes cyclables commencent à être un tout petit peu étroites. Anne Hidalgo a fait un travail remarquable dans Paris, il faut le dire, à tous les chauffeurs de taxi qui la détestent et qui la réalisent tous les jours. Du coup, voilà, moi, chaque fois, j'ai ce message pour elle. Le fait qu'elle ait fait ces pistes cyclables d'une manière aussi rapide. Vous vous rappelez du boxon, que dans Paris, tout le monde était complètement... Et va-t-il falloir réinventer un code de la route pour les vélos? C'est-à-dire qu'il faut... ces pelotons, là, sur les pistes maintenant, cyclables, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on apprenne à être un peu cool, parce que quand on est beaucoup, on devient aussi con que des automobilistes. Je voulais le dire. Non, mais c'est ça que je voulais dire, c'est que quand même, moi, j'arrête pas de voir des vélos qui s'engueulent, qui sont là sur leur petite fille. Et ça donne pas du tout envie d'en faire, ça stresse à mort. Donc c'est vrai que c'est quand même... En 2019, à Paris, il a plu 160 jours. Et il y a des jours de pluie à pas mettre un vélo dehors. Alors on fait comment à ce moment-là? Si on veut pas arriver au bureau avec ses dossiers trempés et soi-même en serpillière? On fait comme dans les pays du Nord. Moi, je vais assez régulièrement, par exemple, dans des endroits comme Copenhague. Tout le monde est en vélo. Avec des cirés. À Amsterdam, tout le monde est en vélo. Encore une fois, on perd totalement l'élégance dans ces circonstances-là. Non, mais ça c'est sûr que... Ah bon? Ouais, je vous indiquerai. Et ce qui vaut à Paris, là j'ai fait l'expérience, ça vaut dans toutes les autres villes de France, parce que Paris n'est même pas dans le top 10 des villes qui ont le plus de pistes cyclables. Regardez, on a fait un petit classement, c'est le top 50 du vélo. En 5e position, elle fait une entrée fracassante dans le classement, c'est la ville du Mans. Au pied du podium, Toulouse est 4e. Nantes est sur le podium à la 3e place, juste devant Strasbourg 2e. Et enfin, numéro 1 du classement des villes qui comptent le plus de pistes cyclables par habitant. C'est Tours, comme un symbole, le Tour de France, Tours, vous l'avez. Donc voilà, au final, Paris n'est vraiment pas un modèle. Alors, on s'adresse à Anne. Anne, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on supprime des places de stationnement, on transforme le périphérique, je sais pas moi, en vélodrome. Je vous vois bien, Agathe, elle n'est pas du tout d'accord. Non, je peux pas le dire à la on télé. se bouge. Christophe, au-delà du gain de temps et de ses vertus écologiques, le vélo permet d'adopter un autre point de vue sur le monde, un autre point de vue par rapport à la marche ou à la voiture. Est-ce que ces changements de point de vue peuvent nous aider dans la vie ? Oui, de manière générale, l'être humain est un tout petit peu paresseux, donc il a tendance à toujours faire les mêmes choses, s'installer dans ses habitudes. Donc dès qu'on change de point de vue, qu'on est forcé à en changer ou qu'on le fait délibérément, c'est un plus, ça augmente ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Notre souplesse psychologique a autant de valeur que notre souplesse corporelle. Il faut cultiver les deux. Pour revenir au vélo et la comparaison avec la marche et la voiture, c'est vrai que c'est intéressant quand on regarde les vertus de la marche. La marche, ça nous rappelle à notre humilité. Ça va lentement, faire des efforts. On peut explorer des tout petits territoires. Mais ça nous connecte très fortement au monde. La voiture nous fait un peu oublier notre humilité. Si elle nous permet d'avoir des résultats instantanés juste avec un léger mouvement de l'avant-pied. Mais elle nous coupe énormément du monde. Et à ce titre, on peut dire que le vélo, c'est un peu le couteau suisse, à la
fois de l'activité physique et du déplacement, c'est-à-dire il nous permet d'ajuster un petit peu, si on peut rouler vite, on peut rouler lentement, on peut regarder le paysage ou on peut se laisser absorber dans ses pensées avec cet effet de flow dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment un instrument qui a lui-même une flexibilité considérable par rapport à la marche ou à la voiture. Et dernier point, c'est sans doute un des meilleurs outils d'agentivité. L'agentivité, c'est un phénomène psychologique qui signifie au fond le fait de percevoir le résultat de ses efforts immédiats. Lorsque je pédale, je perçois immédiatement et à leur juste valeur le résultat de mes efforts. Et une fois de plus, c'est une agentivité qui n'est pas hors sol, comme dans la voiture ou dans les scooters ou tous les engins à moteur, où là, j'ai un résultat très très rapide, mais qui n'est absolument pas consécutif à des efforts. Donc la grande vertu du vélo, c'est cette vertu d'agentivité. Alors quand on veut se mettre au vélo, on ne sait jamais lequel choisir. Pour nous aider à y voir plus clair, je me tourne vers notre kiné Frédéric Srour. Mais pour une fois, non, c'est pas pour une fois, parce que c'est toujours vous qui vous y collez. Je vais vous laisser, Agathe, en compagnie de Frédéric Ça Srour. va, Ali? Vous allez faire une micro-sieste? Exactement. Mais c'est un truc de dingue. Bon, alors attention. Mais Stan vous rejoint de toute façon. Il faut mettre le masque, hein, on est bien d'accord. Alors, je prends mes petites fiches. Qu'est-ce que je dois faire encore, Frédéric? Alors, Agathe, on va essayer quelques petits vélos. On voit ici 4 vélos. Alors, il y en a 2 qui se ressemblent un petit peu. Et on a des formes différentes de vélos. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on arrive près d'un vélo? Il y a des petits réglages à faire. Quand on veut effectivement utiliser un vélo, la hauteur de selle est très importante. Est-ce que là, c'est réglé pour moi, là? Alors là, la selle est probablement un peu trop basse pour vous, Agathe, tout simplement parce que vous avez... J'ai des jambes trop longues, Frédéric. Oui, vous avez des jambes extrêmement disproportionnées par rapport au reste de votre corps. Hein. Mais effectivement... C'est tellement faux, c'est horrible. Effectivement, si vous aviez une selle un peu plus haute, ce serait mieux, car là, vous avez les pieds. Non seulement ils sont à plat, mais en plus, vos genoux sont fléchis. En théorie, vous devriez être plutôt sur la pointe de pied lorsque vous êtes assis sur votre selle. D'accord. Donc regardez, mettez-vous sur la pointe de pied, là, Ouais. la pointe du pied gauche, et décollez les fesses. Donc je devrais être là. Voilà, vous devriez avoir une selle à ce niveau-là. Okay. Et ça, c'est important parce qu'il y a des personnes qui ont des douleurs aux genoux en pratiquant le vélo. Alors elles se disent, le vélo, c'est pas fait pour moi, ça me fait mal aux genoux, etc. Encore une fois, les idées reçues. Et c'est souvent des réglages de selle qui posent problème. Et lorsqu'on a une selle un peu basse, on peut régulièrement avoir des douleurs à l'avant du genou, des douleurs autour de la rotule. Et ces douleurs-là, parfois, elles sont réglées tout simplement avec un réajustement. Okay. Alors là, on est sur un vélo de type hollandais. Vous l'avez exactement, vous l'avez enfourché assez facilement par l'avant et pas par l'arrière comme souvent on le fait. Allez-y, redescendez. Là, vous voyez, c'est très facile. C'est un vélo qui est plutôt confortable. La selle est large. Et puis quand vous êtes dessus, Agathe, allez-y. Et vous voyez qu'ici, vous êtes plutôt quand même redressé sur ce vélo. Oui. Donc c'est comme un vélo où on a une bonne visibilité autour de soi. On peut regarder les voitures, les feux, etc. C'est vraiment le vélo de ville, vélo loisir. J'illustre. Hein. Voilà, vélo confort. Quel bel environnement. Et, mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas forcément le meilleur vélo pour les gens qui ont mal au dos. Parce qu'on a l'impression que comme on est droit, alors c'est bien, c'est mieux pour le dos, mais en fait, il y a une répartition de la charge qui est complètement sur le dos, et il n'y a aucune répartition sur les bras, comme on va le voir avec d'autres vélos, notamment un vélo comme celui-là, qui est plutôt un VTC. On va demander à Stan de venir, parce qu'il est un peu plus pro du vélo que vous, Agathe. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Mais enfin, ça va pas. Qu'est-ce que c'est que ce procès d'intention? Je rappelle que je fais du VTT chaque vendredi. Alors, j'enfourche par où? Par devant ou par derrière? Comme vous voulez, plutôt par l'arrière en général. Il faut être souple. Stan, voilà. Alors lui, il a le droit. On va retirer la petite cale, ici. Ouais. Voilà. C'est bon, je l'ai enlevé. Très bien. Donc là, on est sur un vélo qui est dans une position beaucoup plus sportive. Vous voyez la différence, Agathe? C'est que là, Stan, il travaille ses bras en faisant du vélo, par exemple. Ouais. Donc il faut avoir des bras musclés pour pouvoir pratiquer ce genre de vélo, où on est beaucoup plus penché vers l'avant. Donc la charge du corps est répartie entre les mains et l'arrière au niveau du bassin. Et donc, vous avez une meilleure répartition de votre poids. Et pour les douleurs du dos, là, je suis bien, là, je suis au bon niveau? Oui, vous êtes bien. Alors, sur les bons vélos, comme celui-là, ou comme sur celui qu'on va voir tout à l'heure, on a la possibilité aussi de faire une translation de la selle d'avant en arrière, ce qu'on ne peut pas faire sur ces autres vélos-là, sur les vélos hollandais. Et en fait, la translation d'avant en arrière va aussi favoriser une meilleure répartition de la charge sur le bas du dos, et aussi au niveau des cervicales. Parce que là, vous avez vu, Agathe, vous êtes complètement droite, donc vos cervicales ne sont pas en extension, et vous êtes plus en extension.
D'accord, cervicale. Mais ça fatigue au bout d'un moment quand même, non, d'être en extension. Ça ne crée pas des petites douleurs pendant le sport? Ça peut créer des douleurs, surtout si c'est mal réglé. Par exemple, on va voir l'autre vélo, Stan, le vélo de course. Et si on proposait à André pour qu'il nous montre comment il dandine sur un vélo? Bien sûr, moi ça ne me dérange pas. André sur le vélo de course. C'est un vélo comme ça que vous avez, André, ou un VTT vous? Non, j'ai un VTT, mais c'est bon. Alors l'idée, c'est de... Oui, d'accord. Alors allez-y. Voilà, André. Donc là, vous voyez, sur les vélos de course, vous pouvez aussi positionner sur ce genre de vélo les mains dans cette position, ici, les mains dans cette position, et donc ces différentes positions de dos. Si vous me demandiez, est-ce que ça fatigue pas trop? En fait, sur des vélos comme ça, l'intérêt, c'est qu'on peut prendre différentes positions, se redresser, s'abaisser, et donc bouger son dos au fur et à mesure. Alors, sur des vélos de course comme ça, comme sur d'autres vélos, mais surtout sur ces vélos-là, il faut faire attention aussi quand on a un casque. Et si on a une petite visière, ça va forcer à redresser la tête encore plus. Et ça va peut-être aussi favoriser les douleurs de nuque. Mais bon, c'est plutôt des vélos pour des gens qui savent rouler. C'est des vélos de route, d'accord, pour faire beaucoup de kilomètres. Donc, les gens qui ont ce genre de vélo savent très bien se positionner dessus, savent très bien les utiliser. Il y a un truc très sympa, c'est quand on double quelqu'un... Et puis, assez vite, et puis dès qu'on arrive devant lui, on lève les bras, comme ça on lâche le guidon, on s'étire et tout, genre nonchalamment. Il faut faire attention. Ça lui fout un moral de merde. Ouais, c'est ça. André, vous m'inquiétez avec... Oui, je vous inquiète. Je m'inquiète aussi. Aïe. Non, voilà, c'est bon. Donc là, ensuite, le dernier vélo qui est sur le plateau, c'est le vélo électrique. Il est bizarre celui-là, il sert pour qui et pourquoi? En fait, le vélo électrique, Agathe, souvent, il est considéré comme un vélo de feignant. C'est tout à fait injuste, Agathe, parce que c'est un vélo qui permet de faire des distances beaucoup plus longues, avec un moindre effort, mais quand même un effort. C'est pour moi, ça. Oui, probablement, mais ça ne veut pas dire que vous allez pédaler dans le vide. Vous allez ajuster en fait votre assistance électrique en fonction de l'effort que vous avez envie de produire. Et moi, je trouve ça intéressant justement en ville, quand on a des rendez-vous, qu'on n'a pas envie d'arriver un peu trop en transpiration, eh bien, de donner de l'assistance électrique au moment où on est à un feu rouge et qu'on veut redémarrer. Et ensuite de retirer l'assistance électrique pour pouvoir pédaler normalement comme sur votre vélo. Je crois qu'on a fait le tour. Frédéric, non, juste, j'ai une question. Vous avez parlé des genoux. Oui. Quel vélo conseillez-vous pour ceux qui ont mal aux genoux? Il n'y en a pas un en particulier, mais en fait, je conseillerais davantage un vélo de type VTC ou vélo de course plutôt que le vélo hollandais, en fait. Ouais, assez curieusement. J'aurais plutôt tendance à utiliser ce genre de vélo qui va beaucoup plus solliciter les cuisses et les fessiers qu'un vélo hollandais où en fait on est dans une position qui n'est pas véritablement naturelle. Après, André est en train de piquer le vélo. Il y a des grosses sessions, André. Très discrètement, André pique le vélo. Voilà, il est en train de faire un cambriolage devant vos yeux ébahis. Ce qui est très important aussi, c'est de se préparer. On voit derrière ma consoeur Clémence qui nous montre des exercices qui peuvent être réalisés pour préparer son corps au vélo. Si on décide de s'y mettre, il faut faire des squats, il faut probablement s'étirer un petit peu le dos, faire des exercices d'équilibre comme ceci. Et c'est des exercices tout simples qu'on peut faire à la maison et qui permettent de préparer son corps et d'être plus performant aussi sur son vélo. Et ça brûle quelle partie du corps, les graisses, à quel niveau? Par exemple, moi j'ai des poignées d'amour, c'est bon pour le vélo? Très bien. Probablement beaucoup mieux que les abdominaux d'ailleurs. Ok. Parce que ça va vous faire justement, c'est une activité qui va être prolongée et qui va aller chercher un petit peu à brûler vos graisses. Mais Frédéric, on est quand même bien d'accord qu'après avoir fait votre échauffement, on ne prend plus le vélo parce qu'on est crevé. Je veux dire, non, mais on ne va pas culpabiliser les gens. Vous m'avez habitué à de plus grandes performances sportives. Écoutez, oui, mais c'est terminé. C'était mon ancienne vie. Maintenant, j'ai décidé que je ne faisais plus de performances sportives. Merci beaucoup, Ali, comme d'habitude, d'avoir mouillé le maillot, puisqu'on parle de vélo. Le vélo, pour certains, est synonyme de liberté, de créativité, même de célébrité. Eh bien, on va le vérifier en accueillant un champion du monde, le champion du monde de BMX, Mathias Dandois. J'ai parlé de sexy au début de l'émission, vous allez voir. Working on the new tracks. You want to join in? Oh, that sounds cool. Why don't you put the kettle on and I'll be there in a minute. I make you nervous. You make me calm. I've had so many others like you in my arms. You think I'm gorgeous, you think I'm fine. Every time you call, you never get me on the line. 'Cause I'm engaged to someone else. And every time you hit me up, you end up on the shelf. Give you a minute. Give you an age.
prends, hein, mais... Non, c'est pas vrai. Bravo. Là, on a pris Mathias, on aurait pu prendre Ali, hein, parce que Ali sait très bien le faire. Merci beaucoup Mathias Merci, Mathias. Dandois, bonjour. Merci Merci pour cette démonstration, bienvenue sur le plateau de Bel et Bien. À 31 ans, vous êtes octuple champion du monde de BMX Flatland. Vous avez fait plus de 500 compétitions dans 85 pays. Votre spécialité, comme on vient de le voir, c'est faire des figures au sol, sans poser le pied à terre. Et on appelle ça le flat, c'est ça ? Exactement, le flat, qui veut dire le plat en anglais. Ouais. Et du coup, c'est une des disciplines du BMX freestyle qui consiste à faire des figures sans rampe, sans obstacle. Donc on a juste besoin d'un sol plat, d'un vélo et surtout d'un cerveau, parce qu'il y a une partie créative qui est vachement importante dans ma discipline. Et donc, Oui, voilà. c'est une chorégraphie en fait. Hein. Ouais, exactement, c'est un peu de la danse. Et ça me fait penser un peu à du jazz. Il y a André qui est sur le plateau. En fait, on a des figures de base qui sont une mélodie de base et après on improvise sur cette mélodie et tout le monde invente ses propres tricks. On est un peu rassuré que vous soyez essoufflé quand même, parce que ça, vous paraissez quand même un petit peu plus humain. Bon, j'ai clairement envie de l'épouser. Hein, non, mais voilà, bon, alors, avec Elsa, là, c'est bon, bah, c'est la Parce que guerre. moi, je suis quoi. fan depuis très longtemps. Ben, moi Vous aussi. le découvrez, non Non, bon, ça va. La guerre. C'est la guerre. Je crois savoir qu'il est très amoureux Oui. dans sa vie, Ouais. tout va bien. Oh, écoutez, ça m'a cassé mon rêve. Non, moi, je voulais savoir, je voulais demander à Christophe, pourquoi est-ce que ce genre de sport, etc., c'était si sexy, quoi, pour les femmes, parce que c'est quand même charmant, il faut le dire. Alors, c'est sexy pour les femmes, mais c'est aussi très, très attirant pour les hommes également. C'est-à-dire qu'en fait, le ressort, là, c'est l'admiration. Ouais. On admire quelque chose qu'on ne sait pas faire. Hein. En général, ce qu'on admire, c'est ce qui est plus haut que nous, plus fort que nous, qui va plus loin que nous. Là, clairement, on peut admirer ce que vous venez de faire parce qu'aucun d'entre nous, enfin, a priori, ne serait capable de le faire. Il y a aussi, c'est pas seulement des performances sportives, c'est aussi une performance artistique. Ouais. Il y a une sorte de synchronisation, de recherche d'harmonie, de grâce, de tempo. Et ce double mouvement, quelque chose de fort, quelque chose de beau, évidemment, nous attire vers ce type de performance. Alors moi, je suis complètement admiratif de cette performance, mais je me sens incapable de le faire. Est-ce que c'est parce que je ne ressens pas ce besoin d'adrénaline Est-ce qu'on est tous câblés de la même manière par rapport à ce genre de sport ? Non, non, non. Bien sûr, ce genre de sport, il attire davantage ce qu'on appelle les chercheurs de sensations. Ouais. Il y a un certain nombre d'entre nous qui ressentent du plaisir pour des stimulations de plus forte intensité. Et ce qui va donner du plaisir à des introvertis, des gens calmes, pour des gens extravertis, chercheurs de sensations, c'est l'ennui mortel, quoi. C'est le cimetière, il n'y a absolument rien à faire pour eux. Donc, ils augmentent la dose, ils mettent la musique plus fort, ils vont plus vite, ils sautent plus haut, ils cherchent à développer des compétences hors du commun. Et ça leur procure du plaisir, qui n'est pas forcément un plaisir marqué par énormément d'adrénaline. C'est quoi le plaisir, d'ailleurs ? Moi, là, c'est plus que l'adrénaline, c'est le plaisir d'inventer mes propres figures, faire quelque chose sur mon vélo que personne n'a fait avant moi. Et c'est génial quand même de se dire ça, personne n'a fait ce mouvement avant moi. Après, c'est vrai que l'adrénaline, c'est génial, surtout en street. Donc on voit dans les images quand je saute des marches, ça c'est une autre discipline qui s'appelle du street, c'est utiliser le mobilier urbain, comme j'ai fait en sautant les marches du plateau. Là, j'ai fait du street sur le plateau de télé. Et là, effectivement, on a une sorte d'adrénaline où des fois, il y a des choses qui nous font peur. Et du coup, il y a le cerveau qui dit au corps, n'y va pas, tu vas te faire mal. Mais sauf que nous, on a envie d'y aller. Donc c'est une espèce une battle entre nous et notre cerveau. Et quand on arrive à se surpasser, à sauter par-dessus la rambarde et à réatterrir, c'est vrai qu'il y a quelque chose de fou qui se passe dans le cerveau. Il y a une recherche permanente du centre de gravité. Alors, pour être virtuose en BMX, vous semblez grand. Je ne sais pas quelle taille est la vôtre, mais est-ce qu'il y a une taille idéale ? Alors, moi, au début de ma carrière, quand je grandissais encore, j'ai commencé à 12 ans, je me trouvais trop grand pour faire du vélo parce que tous les pros à l'époque faisaient 1m65, 1m70 parce que justement, il faut avoir un centre de gravité proche du sol. Voilà. Et moi, je faisais déjà 1m80. Aujourd'hui, je fais 1m86, je crois. Mais au final, en fait, moi, ça me déprimait d'être grand. J'étais là, genre, merde. Et à 17 ans, j'étais là, je me mesurais tous les matins. Je disais, je suis trop grand pour faire du vélo, c'est chiant. Et en fait, ça m'a aidé dans ma carrière parce que comme j'ai des grands bras, des grandes jambes,
ça fait des plus grands mouvements. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué. Il faut que je bosse beaucoup à la salle de muscu pour garder un corps, comment on dit, un gainage, excusez-moi. Arrêtez Mathias, parce que là, ça va devenir insupportable. Et du coup, est-ce qu'il y a un âge pour s'y mettre? Est-ce que ma mère peut s'y mettre, par exemple? Absolument, de 0 à 99 ans. Non, je ne sais pas. Maintenant, ils font des vélos adaptés pour les plus petits, des Draisiennes BMX. Moi, j'ai mon petit neveu qui a 3 ans, qui est déjà un super BMX rider. Et après, il y a mon meilleur copain qui s'appelle Alex Jumelin, qui a 45 ans aujourd'hui et qui est encore dans le top 10 mondial. Donc voilà, c'est vraiment un sport que tout le monde peut faire. Et, surtout du BMX flat, c'est des figures au sol où il y a moins d'impact que dans le street. Donc voilà, sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de tutos pour apprendre que André a regardé tout l'été. Pour m'initier, je me suis élevé du sol de 3 cm. Donc Mathias, je note que pour vous, 45 ans, c'est vieux. Oui, merci notez. beaucoup. Notez, puisque donc mon rêve vient de se briser. Merci Mathias. Non, parce que moi, je me demandais juste, tout à l'heure, vous parliez de la danse, et c'est vrai que je vous ai beaucoup regardé et qu'il y a vraiment une chorégraphie. Je me demandais si, quand vous vous prépariez, il y avait justement un truc mental avec des pas de danse et à côté le vélo et que tout ça était imbriqué. Je me posais la question. Alors non, moi, mon procédé créatif, il se fait en dehors du vélo. J'ai des idées, je sais pas, quand je suis sous la douche ou quand je fais pas de vélo en fait. Donc c'est assez bizarre. Je vais me dire tiens, je vais essayer d'aller essayer ça à l'endroit où je vais m'entraîner. Et après j'essaye et ça marche ou ça marche pas. Ou souvent j'essaye de faire quelque chose, je tombe dans une position et là ça me donne une idée d'une autre position sur mon vélo et je sais pas. C'est vraiment en fait en ne recherchant pas la créativité qu'on devient créatif. Mais il faut quand même dire que quand on le voit, quand on vous voit faire faux figures, ça paraît d'une énorme facilité, alors que c'est des heures et des heures de travail, que vous êtes un athlète de haut niveau en réalité, que vous préparez votre corps pour cela, et que si tout le monde peut s'y mettre, tout le monde n'arrivera pas à faire ce genre de figure. Moi, je dirais plus que c'est de l'art plutôt que du sport, en fait. Parce que c'est les deux, en fait. Ça fait penser presque à des gymnastes, des danseuses qui, effectivement, ont une nécessité d'avoir un corps très performant et qui apportent quelque chose d'artistique, et c'est ça qui fascine aussi. Mais le génie, il est dans l'apparente facilité. Oui. C'est ça, moi, c'est le meilleur compliment que vous pouviez me faire, c'est que ça a l'air facile, moi. Bien sûr. En fait, c'est la beauté du mouvement que je recherche dans ce sport, et quand on me dit ça a l'air facile, c'est génial. Alors oui, c'est des heures d'entraînement. Moi, je fais entre 2h30 et 3 heures de vélo tous les jours, en plus de la préparation physique et mentale. Mais après, quand j'avais 16 ans, je faisais 10 heures de vélo par jour. Pendant les vacances scolaires, je partais avec un bol de céréales en bas du parking chez moi et je restais 10 heures. Ma mère, ça la rendait folle. Mais ce vélo ne roule pas. Il danse, mais il ne roule pas. En fait, c'est un super moyen de locomotion, un BMX, surtout dans Paris, parce qu'on peut sauter sur les trottoirs en ne gréant pas de feu rouge. et donc voilà, c'est vraiment un BMX, c'est le meilleur moyen de locomotion qui soit quand on sait en fait. Mais ce qui est génial, c'est qu'il transforme toutes ces lignes géométriques dures, tous ces escaliers, il transforme tout en courbes. Ouais. Et moi, les courbes, vous savez, comme j'adore ça. Il fait des ronds encore. Il fait des ronds et des courbes on le voit tout à l'heure sauter des choses et rendre finalement une espèce de géographie, je dirais presque amoureuse. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous faites de la méditation pour vous préparer? Oui, j'adore ça. Je m'y suis mis pendant le premier confinement. Il y a des amis qui ont une super app. Et je m'y suis mis à fond. Et je trouvais ça un peu trop hippie au début, et ma copine Miami, et en fait, c'est génial. Vous avez vu le hippie que vous avez à côté de vous? Vous allez le mettre de la méditation quand même dans tout du monde entier. Mais il y a une super phrase d'un boss de la méditation qui a dit que si on n'avait pas assez de temps pour faire 10 minutes de méditation par jour, il fallait qu'on en fasse 20 ou quelque chose comme ça. Et c'est absolument vrai. Genre, il faut savoir faire des pauses, surtout dans le monde d'aujourd'hui où c'est un peu fast life. Et la méditation, ça m'a beaucoup apporté et ça va beaucoup vous apporter. Merci Christophe. Le ponte de méditation, c'est Saint François de Sales, et qui a écrit « C'est très important de méditer 20 minutes chaque jour ». Vous avez parlé de la méditation chrétienne. Et si vous trouvez que c'est trop long, alors c'est que vous avez besoin de méditer 1 heure chaque jour. Voilà la vraie quote. Pardon. Merci Mathias. Merci beaucoup. Bravo. C'est une belle découverte. Merci.
merci. Moi, c'est mes meufs, hein, Agathe. Hein. Ciao. Ah bah de toute façon, moi je compte bien sur vous pour que samedi prochain vous arriviez sur cette scène en faisant des tourbillons sur votre vélo. Qu'est-ce que vous croyez? Alors pour certains enfants, le vélo sert à canaliser l'énergie. D'ailleurs, il y a de nombreux collèges en France qui ont fait l'expérience d'installer des vélos bureaux, figurez-vous. Et c'est pour améliorer l'attention des élèves. Alors en pédalant, ils seraient plus réceptifs aux cours. Christophe, comment est-ce qu'on peut expliquer ce lien neurologique entre pédalage et concentration? C'est une forme de méditation aussi? Non, pas tout à fait, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de travaux là-dessus, puisque vous savez que les problèmes de sédentarité sont en train de devenir très importants chez les enfants qui sont sédentaires à l'école, et lorsqu'ils quittent l'école, ils sont sédentaires devant leurs écrans. Donc on cherche vraiment de quelle manière on peut les arracher à ça, et les chercheurs ont montré que l'activité physique connectée à l'activité intellectuelle, autrement dit faire bouger son corps, à condition que ça soit une activité assez régulière, comme la marche, le vélo, la nage, etc., et qu'elle ne soit pas trop intense, tout en réfléchissant, augmente la qualité de notre réflexion. Donc pour ça, ils prennent des enfants, des adolescents, des adultes, ils les mettent sur un tapis roulant ou sur un vélo d'appartement, et ils leur demandent de faire des opérations de mathématiques, de mémorisation. Et on s'aperçoit que par rapport à la sédentarité, le fait de produire un effort régulier et relativement intense, mais pas trop, augmente votre vivacité d'esprit. Et que l'effet maximum est effectivement chez les gamins, les 9-10 ans. Alors on explique ça de tout un tas de façons. On pense d'abord qu'on a montré que l'activité physique augmente l'éveil. Lorsqu'on bouge, c'est compliqué de dormir en même temps. Et effectivement, ça élève les émotions positives. C'est-à-dire, on en a parlé plusieurs fois pendant cette émission et lors d'autres émissions. L'activité physique nous rend un peu plus heureux, un peu plus joyeux, et que ça augmente notre créativité. Donc, c'est une très très bonne idée qu'un certain nombre d'enseignants essaient de translater en faisant des classes vertes, en faisant bouger les enfants, etc. Et puis on oxygène son cerveau, c'est basique, mais l'activité physique permet d'oxygéner notre cerveau. C'est un effet supposé, on n'a pas réussi à le démontrer encore, mais ça paraîtrait assez logique, effectivement. Il y a même des études, je crois, qui ont montré que les enfants qui, effectivement, avaient ces pauses d'exercice pendant leur apprentissage, eh bien, parvenaient à mieux écrire, à écrire plus facilement. L'apprentissage de l'écriture se faisait mieux, notamment dans les pays du Nord ou en Allemagne, où il y a probablement moins de rigueur à l'école qu'on en a peut-être en France, où on sépare bien tout ce qui est activité intellectuelle de l'activité physique, et où très régulièrement, dans les collèges, on arrête le cours de mathématiques, le sacro-saint cours de mathématiques, pour faire des flexions, pour faire des petits mouvements et se remettre au travail derrière. C'est ce que disait Christophe, ça éveille, donc ça évite l'endormissement, mais probablement que ça aide aussi à avoir une meilleure concentration. Christophe, pourquoi est-ce que le vélo est à ce point lié à l'enfance? On en a parlé au début de l'émission. Pour nous, c'est un symbole de liberté le jour où on nous a enlevé ces fameuses petites roues. Oui, il y a plein de raisons. La première, c'est parce que c'est peut-être la première fois quand on est enfant qu'on maîtrise un outil technologique un petit peu intimidant, on n'est plus sur les petits cubes, etc. La deuxième chose, c'est parce que le vélo, en général, ce sont les parents qui nous l'apprennent, ce ne sont pas des profs, des enseignants, et donc c'est quand même une relation extrêmement forte. Et puis, le troisième point, c'est que pour apprendre à faire du vélo, on va d'abord beaucoup tomber, beaucoup pleurer, beaucoup souffrir, enfin la plupart d'entre nous, et comme vous le savez, tous les bonheurs qu'on atteint après avoir franchi une série d'obstacles prennent plus de valeur dans notre cœur. Il y a une autre question que vous ne m'avez pas posée, mais à laquelle j'aimerais bien répondre. C'est parce que moi, elle m'a longtemps intrigué, cette question, c'est pourquoi on n'oublie jamais de faire du vélo? C'est-à-dire pourquoi on n'en fait pas pendant 10 ans et qu'on n'oublie pas comment on fait? On remonte sur un vélo 10 ans ou 15 ans après, on sait toujours le faire. C'est comme l'amour, moi ça fait 10 ans, et là, on n'oublie pas. Enfin, là, je ne sais pas encore. C'est parce que l'apprentissage du vélo est stocké dans une partie de notre cerveau qui relève de ce qu'on appelle la mémoire procédurale, la mémoire des procédures, des gestes automatiques comme se brosser les dents, etc. Alors que les deux autres formes de mémoire, la mémoire épisodique, se souvenir de tel ou tel événement de vie, ou la mémoire sémantique, se souvenir d'histoires qu'on nous a racontées, de romans, de films qu'on a vus, ce sont des mémoires beaucoup plus labiles, qui vont être dans des régions du cerveau, comme l'hippocampe par exemple, qui sont soumises à beaucoup de renouvellements neuronaux et synaptiques. Et la mémoire du vélo, elle est dans des zones du cerveau plus basses, le tronc cérébral, où ça se renouvelle moins, et donc en gros, on n'oublie jamais. Bon, maintenant c'est l'heure d'écouter celui qui ne pédale jamais dans la semoule. Vous l'avez senti, mon petit jeu de mots qui arrivait ou pas? En tout cas, quand il est au piano, la star du jour, André Manoukian.
Alors, ce qui est intéressant, c'est chaque semaine, j'ai des challenges. Et là, on me dit, bah, la bicyclette en musique, qu'est-ce que ça donne? Alors, évidemment, hein, on ne peut pas passer à côté, c'est l'incontournable. La bicyclette, bien sûr, d'Yves Montand. Cette chanson, elle a une histoire particulière. Alors, regardez d'abord. Vous voyez le mouvement de pédale, hein? Ce n'est pas à la portée de tout le monde, André, hein, ce mouvement de pédale. Vous les impulsez tout d'un coup. Génial, À bicyclette. Là, on sent que la descente va arriver. Hein. Voilà, résolution, tension. Toute l'histoire de la musique, c'est ça, tension, résolution. Donc déjà, dans la musique, il y a cette histoire. Dans le rythme, il y a cette histoire. Et il y a une histoire sous l'histoire. Le gars qui a composé cette chanson, qui a fait le texte, en tout cas, s'appelle Pierre Barou. Pierre Barou, c'est quelqu'un d'assez formidable qui va notamment, bien plus tard, importer la bossa nova en France. C'est lui qui a fait... qui a fait le texte d'Un homme et une femme, qui va faire beaucoup de musique avec Lelouch, qui va faire un label formidable qui s'appelle Sarava, qui va signer Morane, qui va importer tous les Brésiliens en France. Bref, ça, c'est sa première œuvre. Et ça raconte en fait son histoire à lui. Alors quand on écoute les paroles, genre avec Julien, avec Paulette, on était à bicyclette. On va peut-être l'écouter. Bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. On est bien, on est dans la campagne. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Firmin, Francis et Sébastien. Et lui, puis il s'appelle Pierre Barou. Mais on l'appelait pas Pierre. En fait, il avait un faux prénom. Parce que On l'appelait Vélo. on l'appelait Il a pas rien Vélo, compris. parce que la scène se passe pendant la guerre. Et qu'en fait, c'est un petit enfant de juif qui est caché à la campagne. Et il est accueilli. Les gosses, ils en ont rien à péter de rien. Et lui se refait une bande de copains. Et il commence à s'éclater avec eux, mais vraiment, il découvre la liberté, puisqu'en fait, il était parisien. Il découvre la liberté de ses bocages. Et surtout, vous savez, quand on est enfant, il y en a pas mal qui vous disent qui passent à côté finalement de ces horreurs parce que l'enfance en elle est un monde. Et c'est ça qui chante Pierre Barou dans À bicyclette. Et je trouve que c'est ce qui rend cette chanson encore plus savoureuse. Du coup, on a encore plus envie d'aimer cette liberté-là. À bicyclette. Ça fait du bien. Hein. Merci André. Pédaler peut donc aussi être un acte politique. Alors pour certains, le vélo, il est synonyme de liberté, de créativité. La petite modulation. Ah ouais. Jazz. Donc je le disais, pour certains, je le disais, pour certains, le vélo... Et là, est c'est synonyme- d'accord, là. Je le disais à l'instant. Alors dans les villes, il y a plein de nouvelles activités sportives qui associent bien-être et vélo, comme l'aquabiking ou le dynamo. Vous avez dû en entendre parler. Ça consiste à pédaler dans le noir avec de la musique à fond dans les oreilles. Non, mais, excusez-moi, mais si vous aimez, bon, c'est pas de problème. Moi, j'adore. Est-ce que... Ah, vous aimez, Elsa? Vous pédalez dans le noir? Pas l'aquabike, hein. Ça je déteste, vous ne me mettrez jamais dans un truc. avec de Moi l'eau. j'ai l'impression de faire de l'aquabike. Mais non, c'est génial. Ah bon? Ouais. Là, vous m'ouvrez vraiment un horizon. Alors, est-ce que ça procure les mêmes bienfaits? On a l'impression que oui, d'après Elsa, que quand on est sur une route ou un chemin. Eh bien, Elsa va nous le prouver tout de suite. Alors quand je dis c'est génial, évidemment, on n'est pas dans un jardin, on n'est pas sur une route, donc on ne respire pas. Donc alors, je dis dynamo, mais il y a eu plein d'autres lieux qui se sont ouverts avec des vélos, donc des vélos qui sont accrochés dans une salle, on est dans le noir, avec de la musique à fond. Évidemment, quand on décrit comme ça, on n'a pas du tout envie d'y aller, à moins si on est fan de boîtes de nuit ou de trucs à Ibiza, si, mais sinon non. Bon, et ben moi... Un jour, j'ai voulu tester parce que effectivement, le vélo, j'ai peur. J'ai hyper peur dans Paris, j'ai hyper peur des voitures, mais je sentais bien que ça faisait beaucoup de bien. Donc, j'avais très envie de me faire du bien. Et quand je suis arrivée la première fois donc, dans cette salle, dans le noir, où je me suis mise sur un vélo, donc on est accroché, on a les pieds accrochés, et où tout d'un coup, il y a une musique très, très forte,
Je me suis dit, ok, je me suis gourée. Ça va pas du tout. J'ai eu très peur parce que même la musique très forte, il y a un côté un peu stressant. Et là, tout d'un coup, il y a une femme ou un homme qui monte sur une estrade et qui nous parle au départ, de manière. Oui, vous gueule dessus. Oui. Non, pas qui nous parle au départ de manière très calme, avec une jolie voix, qui pose quelque chose. Je vous fais rêver ou pas, André? Non, mais tout d'un coup, on sent que la personne est bienveillante et qu'elle est là pour nous dépasser. Et c'est ça qui m'a plu, c'est qu'effectivement, on va trouver en nous, quand vous parliez du flow, ce fameux flow, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans cette salle, c'est-à-dire tout d'un coup, on va vraiment nous dépasser complètement. Une sorte de transe un peu. Non, mais c'est un truc de dingue, hein, mais vraiment, où on se dit, mais il faut y aller, il faut y aller. Alors, dans cette salle, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Cynthia Brown, qui était avant chanteuse, qui est devenue aussi coach. Et je vais vous la présenter, parce que il y a des moments quand même, moi, je me lance dans plein de trucs, je me passionne de plein de choses, et puis à un moment, j'en peux plus, je me dis, non, j'en ai marre. Et là, il fallait que je tienne, parce que je sentais que ça me faisait du bien et qu'il fallait vraiment avancer. Et donc, j'ai rencontré cette fameuse Cynthia Brown, qui est très jolie, très sympathique, et qui ne m'agressait pas, qui n'agressait pas ses élèves, et qui chantait pendant les cours. Et ça, c'était aussi extrêmement agréable, parce que quand on allait lâcher, quand on n'en pouvait plus, quand c'est dur, eh ben, elle s'approchait de vous et elle se mettait à chanter. Et... Oui, parce que c'est sûr que la musique compte aussi pas mal. Parce que si vous avez Obama, wanna be, là, on peut peut-être avoir envie de partir. Stan, vous avez essayé, vous, hein? C'est un exutoire ou pas Alors, moi, je l'ai fait, mais je me suis planqué au fond de la salle, parce que vraiment, pour le coup, en fait, la prof qui est là vérifie. Elle nous demande de passer les vitesses. Si on ne le fait pas, elle vient passer les vitesses. Donc moi, comme j'ai vraiment une forme pas du tout olympique, je me suis planqué. Mais ça fait vraiment du bien. On sort de là, on est rincé. Surtout, j'aime bien, c'est des efforts intenses. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, on a l'impression d'avoir fait, comme avec le squash, on a l'impression d'avoir fait 1 heure ou 2 heures de sport. Et c'est ça que j'aime bien. Mais je vous présente Cynthia ou pas? Ah oui, bah oui. Cynthia. Ah, mais elle est là, Cynthia. Par où arrive? Ah oui, mais il fallait commencer par ça. Ah bah oui, je vous ai heureux. André va faire son petit mouvement de 7. Ah, mais Cynthia, je l'ai eu en prof. Ah, savez-vous? Mais je me souviens très bien que vous vous êtes planqué. Je me souviens de vous, vous étiez tout au fond là-bas. C'est vrai, je l'ai vu. Merci de m'accueillir, merci Elsa. Et c'est 45 minutes, Stan. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas 20 minutes, c'est 45 minutes. Il s'est barré avant, en fait. Non, ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps passé. Ça veut dire que j'étais Ça veut dire qu'il n'a rien fait pendant 25 minutes. Sur... Mais 45 minutes, vous faites combien de cours par jour? Parce que donc c'est intense à chaque fois. On en fait 1 ou 2 et plus, voire 3. Bah, ça nous arrive. Hein. Ça nous arrive. J'ai déjà fait 4 cours. C'est... Non, mais c'est le maximum. Alors, au niveau cardio, les personnes qui sont en face de vous, elles sont surveillées de quelle façon? Parce que ça monte très haut, j'imagine, le cœur. Ça monte très haut. Donc, après, moi, en tous les cas, dans mon cours, c'est vrai qu'en début de cours, j'explique aux gens qu'il faut effectivement se dépasser, sortir de sa zone de confort, parce qu'on est là pour ça, mais en même temps, respecter son corps, connaître ses limites, c'est quand même hyper important. Et on a le droit de sortir si jamais il y a un vrai problème. On perd beaucoup de kilos, ça m'intéresse. Ouais. On brûle beaucoup de calories, ouais. On brûle entre 500 et 800 calories en 45 minutes. Cynthia, est-ce que vous accepteriez de faire une démonstration avec Stan pour montrer à tout le monde vivre? Mais pendant 45 minutes. Exactement. Alors Cynthia, je vais vous demander de me faire les 2 dernières minutes du cours, de la séance, quand on donne tout, qu'on lâche tout et que vous criez, que vous m'aboyez dessus. Ok Stan, alors c'est ton dernier challenge. T'as plus le choix. Ok, alors attendez parce qu'il y a les cales. Hop, c'est bon. T'es obligé de tout donner. Alors on va se mettre ambiance dynamo. Ouais, musique à ambiance fond. vélo dynamique. Ouais. On baisse la lumière et on met la grosse musique. C'est ça. J'y vais? Ok Stan, tu fermes tes yeux, c'est tes dernières minutes, c'est tes dernières secondes, t'as plus le choix, t'as déjà tout donné. C'est le moment où tu vas chercher à fond ton énergie, tu décuples, tu multiplies. Allez Stan, allez, on s'arrête pas, t'as 30 secondes devant toi, tu t'arrêtes pas, tu continues, respire, n'écoute même pas ce qui se passe autour, t'es tout seul sur ton vélo. C'est toi, tes émotions, ton énergie. On continue. Souffle, ne te tombe pas. Il a tout donné.
Bravo Stan. Oh, Stan a tout donné. J'ai battu la machine. Il a cassé la Tu as battu la machine, bravo Et Stan. masqué. Bravo. hein. Et masqué en plus. Mais en vrai, je vous le conseille, c'est vraiment bien. Sans oxygène, c'est vraiment chouette, vous verrez. Christophe, Stan est sorti de sa zone de confort. Cynthia parlait de zone de confort. Ça veut dire quoi, sortir de sa zone de confort? Ça veut dire prendre un risque déjà. Au fond, nous n'aimons pas tous prendre des risques. Certains adorent ça. La plupart d'entre nous, on préfère les risques assez mesurés. Et donc, c'est prendre un risque pour aller explorer des capacités, des territoires, faire des expériences qu'on n'a jamais fait auparavant, et soit se blesser, soit s'enrichir. Le fait d'être accompagné par des gens qui ont l'habitude va nous permettre de découvrir cette partie de nous-mêmes qu'on n'utilise jamais finalement. Christophe, pourquoi ça fonctionne sur nous quand quelqu'un nous engueule, en fait? Pourquoi on se dépasse quand quelqu'un nous crie dessus? Moi, ça ne fonctionne pas sur moi. Ah, moi non plus. Il y a pas Oui, Non, alors quand c'est fonctionne pas mélangé, quand c'est mélangé entre des mots calmes et en même temps une quand c'est manière voulu. de... Ouais, Non, mais on se fait engueuler avec de la bienveillance. Il y a des études qui ont montré sur des sportifs qui s'entraînaient sur des machines de musculation, par exemple dans de la rééducation, que lorsqu'on les motivait, lorsqu'on leur disait « allez, va au bout », eh ben, ils obtenaient de meilleures performances que lorsqu'on les laissait seuls, effectivement. Alors après, je pense qu'il faut les motiver sans leur hurler dessus, mais la motivation, voilà, pour les laisser, pour les faire se dépasser. Je ne sais pas si quand on parle de dépassement de soi-même et de sortir de sa zone de confort, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais se dépasser musculairement pour soulever des charges plus lourdes. Effectivement, quand on a quelqu'un derrière qui motive, on a plus de performance. Ah oui, le corps est feignant et on a tendance à rester justement dans ce qu'on connaît, dans ce qui nous fait pas mal. Donc quand on a quelqu'un qui va nous pousser un petit peu, on va se rendre compte que on peut aller plus loin sans non plus se faire mal, au contraire. Un mot de conclusion, Elsa? Non, moi, je voulais juste poser une question à Cynthia, parce que maintenant, Cynthia, quand vous êtes passée comme ça en faisant du vélo dynamique, qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, après avoir fait du bien aux gens comme à moi? Est-ce que vous avez envie de continuer? Oui, complètement. Je continue et justement, toute cette période un petit peu difficile m'a inspirée. Le vélo aussi, le cycling, les cours que je donne m'ont aussi permis justement de puiser au fond de moi, de sortir justement de cette fameuse zone de confort. Et je développe aujourd'hui un nouveau projet. J'ai sorti ma plateforme dédiée à la confiance en soi. Donc il y a une web TV avec des cours de fitness, des cours de yoga et beaucoup de développement personnel justement parce que j'ai envie d'accompagner, soutenir, d'aider toutes les personnes qui voudraient agrandir leur champ des possibles. Merci beaucoup, Cynthia, d'être venue. Merci à vous. Merci Cynthia. Merci beaucoup. Le lâcher À bientôt. prise. On va pédaler quand même. Moi, le seul truc, c'est la petite musique, tchong, les lumières et tout ça. Parce que les discothèques ne me manquent pas. Alors, la mémoire de cette émission, c'est Isabelle Morizet. Il faut le savoir. Bah oui. Voilà. Alors, vous allez nous démontrer dans un instant, avec le portrait d'une femme formidable, Isabelle, que pédaler peut être aussi un acte politique. Ah oui, je sais, ça peut paraître bizarre. Avant cela, je vous propose de regarder un sujet d'Alice de Brancion et Julien Grappe. Bicycle, bicycle. Pédaler a toujours été un acte politique. Dès sa création en 1860, le vélocipède fait le buzz. Ce nouveau joujou en vogue bouleverse la société occidentale et conquiert le cœur des femmes. Et comme à chaque fois qu'il est question de femmes, cela pose problème. En cette fin de siècle, des scientifiques et des médecins s'interrogent. Le vélo ne serait-il pas nocif à la santé de nos fragiles femmes ? Selon le gang des chapeaux au pouvoir, le frottement sur la selle procurerait aux femmes un plaisir indescriptible et les détournerait de leur devoir conjugal. Plus grave encore, la bicyclette est accusée de dépuceler les femmes. En 1903, l'éminent docteur Demény décrète carrément: Pour les femmes, le vélocipède sera toujours un appareil peu recommandable, une machine à stérilité. Mais pourquoi tant de haine contre le vélo ? Parce que le vélo bouleverse les habitudes genrées. Avec la liberté de mouvement qu'il permet, existe l'autorisation masculine pour se déplacer. Les femmes n'ont plus qu'à enfourcher leur bicyclette pour parcourir des kilomètres. Et puis avec le vélo, il y a attentat à la pudeur. En pédalant, la cheville est dévoilée. Qu'à cela ne tienne, la mode des bloomers est lancée. Cette culotte bouffante libère le mouvement des femmes et devient une tendance mode incontournable. Face à l'engouement général, le vélocipède pousse ces messieurs à faire évoluer la loi. En 1892 et en 1909, 2 circulaires autorisent le port féminin du pantalon à vélo.
Mais c'est si, et seulement si, la femme tient le guidon d'un vélo ou les rênes d'un cheval. Il y a plus pratique. Pour la petite histoire, cette circulaire autorisant le pantalon n'a été abrogée qu'en 2012. Et oui, mesdames, jusqu'au XXIe siècle, être en pantalon était officiellement illégal. Encore aujourd'hui, le vélo continue à souligner les inégalités et à faire bouger les lignes. En Arabie Saoudite, ça n'est que depuis 2013 que les femmes peuvent faire du vélo à condition d'être voilées et accompagnées. Pareil en Égypte, où la pratique du vélo reste aujourd'hui encore très mal perçue. Alors mesdames, continuons à pédaler, le patriarcat va finir par dérailler. Qu'est-ce qu'il y a, les rébellis? Rien du tout. Non, c'est la dernière image qui vous... Ah, ça vous gêne un peu une fois que c'est vous. Non mais attendez. Oui, Isabelle, on parlait tout à l'heure d'une femme formidable, c'est à vous. Qui, autour de cette table, connaît le nom de Marie Marvin? Marie Marvin. Je sèche. Mon Dieu, bon, hélas. Mon Dieu, les incultes. Nul n'est prophète en son pays, mais je peux vous assurer que Marie Marvin a été célébrée dans le monde entier dès le début du XXe siècle, d'abord pour avoir couru le Tour de France avec des hommes en 1908. Alors je dis d'abord parce que, en réalité, toute sa vie, Marie Marvin a relevé des défis exclusivement réservés aux hommes. Et franchement, il fallait une sacrée audace à la belle époque pour s'attaquer au sport de l'extrême, comme par exemple l'aviation. Elle a été décorée au cours de la guerre de 14 pour avoir piloté un bombardier. Je vous raconterai comment tout à l'heure. Elle a fait du ballon dirigeable, la natation d'endurance, du bobsleigh, de l'alpinisme et bien évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le vélo. Alors, Marie Marvin, elle est née en 1875 dans une famille assez particulière parce que la maman est décédée très tôt, ses 3 frères également, et finalement, son père l'a élevée comme un garçon manqué. Il a tout reporté sur elle et lui a fait faire du sport de façon vraiment intensive. Par exemple, il lui a appris à nager alors qu'elle n'avait que 4 ans. Je précise qu'en 1879, aucune femme en France ne savait nager. À l'âge de 5 ans, sous la surveillance paternelle, Marie Marvin était obligée, dans la petite ville d'Aurillac où elle habitait, elle était obligée de, nager à la brasse 2 kilomètres de manière donc quotidienne dans la rivière. Vous imaginez l'hiver. Mais le père disait que ça musclait autant le caractère que, effectivement, les muscles. Et vous verrez que ça lui a profité. Ensuite, il a initié Marie au vélo, mais vraiment comme un champion. Marie a commencé à s'inscrire donc à des courses. Elle a fait Nancy-Bordeaux, elle a fait Nancy-Milan. Alors, elle était l'attraction. Tout le monde se gaussait, bien évidemment, la jante masculine, même si elle arrivait toujours avec le peloton, en faisant de très bons temps. Vraiment, tout le monde se moquait d'elle. On a beaucoup moins ri lorsqu'en 1908, Marie a décidé de s'inscrire au Tour de France. Alors, Tour de France, d'abord... Elle s'est dit que les boomers qu'on avait pu voir dans le reportage précédemment n'étaient pas assez confortables, ils étaient encore beaucoup trop encombrants. Donc elle a mis au point la jupe-culotte. C'est elle qui l'a inventée. Et pour pouvoir s'inscrire au Tour, il a fallu vraiment qu'elle combatte. On ne voulait pas d'elle, sous prétexte que c'était une femme. Finalement, elle n'a rien lâché. Et on lui a imposé un handicap absolument épouvantable. On a décidé qu'elle partirait, Marie, en fait, un quart d'heure à chaque étape, un quart d'heure après le peloton. Vous imaginez? Alors à l'époque, le Tour de France, c'était 4488 km. Aujourd'hui, c'est à peu près dans les 3500. Mais imaginez, chaque étape, elle voyait disparaître le peloton. Elle attendait impatiemment et enfin, elle pouvait enfourcher sa bicyclette. Elle a réussi un exploit prodigieux puisque, au départ, il y avait 116 compétiteurs. Elle est arrivée à la fin du Tour. Elle est arrivée parmi les 36 cyclistes qui n'ont pas abandonné, avec des temps absolument exceptionnels qui n'ont pas été homologués par la direction du Tour parce que c'était une femme. Voilà. Mais son nom a commencé à circuler dans le monde entier. Il est arrivé jusqu'aux États-Unis. Le Chicago Tribune a fait sa une en disant Marie Marvin est la femme française la plus exceptionnelle depuis Jeanne d'Arc. Il ne croyait pas si bien dire. Peu de temps après le Tour de France, Marie a traversé la mer du Nord en fait aux commandes d'un dirigeable, absolument seule. Et puis, elle a fait d'autres exploits. La guerre de 14 arrive. Comme elle est la première femme à passer son brevet de pilote en 1910 sur monoplan, elle décide, contre l'avis de l'armée française,
d'aller subtiliser un bombardier au cours de la guerre de Mais non. 14 pour bombarder les lignes ennemies. Ouais, ça vas-y, Marie, ça pouvait l'envoyer au fer dans des geôles, finalement. On lui remettra la croix de guerre. Cette femme est absolument éblouissante. Mais, sans doute, l'exploit le plus surréaliste, c'est que Marie Marvin, que vous voyez là, à l'âge de 85 ans, passe son brevet de pilote d'hélico à 84 ans et à 85 ans est la première femme au monde qui va piloter un hélicoptère à réaction. Imaginez, 85 ans. Donc vraiment, si vous oubliez désormais le nom de Marie Marvin... Non, là, vous ça êtes peut plus coupable. arriver, ça peut plus Merci arriver, Isabelle. beaucoup, Isabelle, de nous avoir fait découvrir le destin extraordinaire de Marie Marvin. J'ai une dernière question, Christophe. En quoi pédaler, eh bien, c'est une activité de premier choix pour notre bien-être? Ah ben là, on a fait un survol. D'abord, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour la planète. Ensuite, ben, ça nous permet d'explorer le monde sans l'abîmer. Et puis après, c'est vrai que c'est un outil qui nous permet de devenir des humains augmentés. C'est-à-dire, on est plus fort, on va plus vite, on va plus loin, on ressent la vitesse, etc. Mais sans prendre la grosse tête. Parce qu'il faut toujours continuer de pédaler. Et cette notion de relier directement l'effort à la récompense par le pédalage, c'est quelque chose qui rend le vélo sympathique. Et c'est une école de l'humilité. Regardez, André Manoukian n'a pas du tout le melon. D'ailleurs, on va finir en musique avec lui. C'est vrai qu'on pourrait vous installer des petites pédales pour pédaler, pour vous concentrer un petit peu. Des pédales sur le piano, mais moi je suis un petit peu... Bah, vous en avez, cela dit. Bah oui, j'ai installé sur mon tapis roulant un clavier. Il y en a partout chez moi, des claviers, même au cabinet. Mais enfin bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Écoutez, j'ai trouvé que Marie Marvin était un super sujet d'inspiration. Eh bien, vous allez voir que les femmes et la bicyclette sont souvent, enfin, sont pas très souvent, mais les deux, un sujet d'inspiration également. Regardez la pochette de Queen. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des filles toutes nues, ok, qui font du vélo, qui vont faire une course de vélo. Tout est parti de la pochette en haut à gauche, Queen, Bicycle Race. Normalement, c'est une fille qui est nue sur le vélo. Du coup, la culotte qu'elle a été rajoutée parce qu'on est dans les années 78, mais quand même, on n'est pas si libéré que ça. Cette chanson, elle parle de quoi? C'est simplement que Freddie Mercury était un petit peu provocateur et qu'il adorait les femmes, il passait son temps avec et qu'il a eu envie j'allais dire, de balancer un petit peu cette petite provocation. On écoute la chanson. J'adore cette Voilà, toujours super orchestré, toujours ses voix, toujours ses changements de tempo, c'est un arrangeur formidable. Alors évidemment, dans la bouche de Mercury, I want to ride my bicycle, ça peut prendre l'essence qu'on veut, ma foi. Mais toujours est-il que les voilà qui ont cette idée d'organiser une course, tout ça pour faire un clip. Alors, il y a un petit embêtement, c'est que cette course devient, on en parle beaucoup, et quand ils ont rendu tous les vélos au loueur, le loueur, il a dit « Je veux que vous me remboursiez toutes les selles ». Il est complètement idiot. Moi, j'aurais pris toutes les selles et je les aurais mises chez moi partout. Enfin bref, qu'est-ce qu'il y a Ah oui, alors cette chanson, elle va être dans leur répertoire pendant un an seulement, de 78 à 79. Pourquoi? Parce que quand on entend la chanson au studio, eh ben on a des sonnettes de vélo. Et du coup, le public se faisait un malin plaisir juste avant d'aller au concert, de dévaliser tous les marchands de vélo pour venir avec des sonnettes de vélo. Qu'est-ce que ça fait un public qui a une sonnette de vélo? Imaginez, je sais pas, 10 000 personnes avec une sonnette de vélo. Non, je ne veux pas imaginer ça. Ils n'attendent pas la chanson pour faire gling-gling. Ils commencent à... Au bout d'un moment, les boules. Ils en ont ras-le-bol, ils disent bon, on vire cette chanson de nos répertoires et voilà. C'était un petit hommage aux selles de vélo et aux cyclistes. C'est génial de terminer avec cette chanson. Ouais. Merci beaucoup André et merci à tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Là, je le sais, vous vous dites, j'ai le cafard, je vois pas Ali avant samedi prochain. Oui, mais vous pouvez l'entendre. C'est ça qui est merveilleux. Tous les jours de la semaine à 10h05 pour votre émission sur France Inter, Ali, qui s'appelle Grand Bien vous fasse, qui porte bien son nom. Et vous, Agathe, on vous retrouve dans la Maison des Maternelles tous les jours à 9h sur France 4. Et puis nous, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine quand même, même jour, même heure, sur France 2. Bon week-end. Merci à tous les Merci les amis, à la semaine prochaine.